Ok, bonsoir. Ce soir, moi, je voudrais vous parler d'un chemin. Ce chemin, c'est le ClassPass, et je pense que vous le côtoyez tous très souvent. C'est le long de ce chemin que vous répandez des petits fichiers jar, un peu comme des petits cailloux. Et en fait, c'est pas directement avec ce chemin que vous travaillez. Dans vos projets, vous travaillez plutôt avec un arbre, ou quelque chose qui ressemble à un arbre. Cet arbre, c'est sur cet arbre que vous allez mettre vos fichiers jar, ou plutôt vous allez utiliser vos outils de build, Maven, Gradle ou autres, et ces outils, ils vont vous décrire les dépendances à partir du projet. Le projet va dépendre de librairies, qui dépendent d'autres librairies, ainsi de suite, à plusieurs niveaux. Et ça vous donne en réalité un graphe de dépendance, acyclique. Et ensuite, à l'exécution, les jars qui étaient sur ces arbres se retrouvent alignés sur le chemin dont je vous parlais avant. Ça, c'est le fonctionnement en Java 8. C'est le fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Et il paraît que ce fonctionnement, ça pose un problème. On dit même que c'est l'enfer. Alors, qu'est-ce qui pose comme problème? Revenons à ce chemin. Le problème qui va se poser sur ce chemin, c'est qu'il peut arriver qu'on ait plusieurs versions du même fichier, du même jar, de la même librairie. Et dans ce cas-là, quand j'ai besoin de charger une classe, il va charger la première qu'il trouve sur le chemin. Donc, version 1 si c'est la version 1 en priorité, version 2 sinon. Là où ça devient un peu plus embêtant, c'est par exemple si j'ai une classe dans la version 2 qui n'existait pas dans la version 1. C'est elle qui va être prise. Mais si cette classe hérite d'une autre classe qui, elle, existait en V1, on va avoir une classe de V2 qui va hériter d'une classe de V1. On va avoir des espèces d'objets hybrides. Et quand on tombe dans ce genre de problème, je vous assure que c'est vraiment pas facile à débugger. Autre problème qui se pose avec le ClassPass, c'est un problème de sécurité. C'est grâce au ClassPass, tel qu'il existe aujourd'hui, qu'on a pu exploiter cette faille. Qui en a entendu parler de cette faille? Personne? Deux mains qui se lèvent. Alors, le problème qui se posait là-dedans, c'est quand une application embarquait Commons Collection, parce que la faille, en fait, elle était dans Commons Collection. Il y avait une faille qui permettait d'exécuter du code, de désérialiser et exécuter du code arbitraire. Et là où ça commençait à être vraiment problématique, c'est quand notre application ouvrait un port réseau avec Commons Collection à l'intérieur, et que la classe qui ouvre le port réseau et la librairie était chargée par le même class loader, c'est-à-dire au même niveau de ClassPass. Une fois que la barrière d'entrée, le port était passé, c'était toute liberté pour exploiter la faille. Je reviens à la liste qui est ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs serveurs d'application qui sont cités là-dedans, WebLogic, WebSphere, JBoss. Alors pour JBoss, il s'agit de l'ancienne génération. Et moi, je relève qu'il y a au moins 2 noms manquants là-dedans. Est-ce que vous voyez de quel serveur d'application je veux parler? Glassfish, ouais. Et Wildfly, donc la nouvelle génération de JBoss. Et ces deux ne sont pas dans la liste. Geronimo? Tu vas parler de Jonas aussi, non? Non, ça, ouais, je crois que c'est plus trop d'actualité. Ouais. Donc le point commun entre Wildfly et Glassfish, c'est qu'ils ont tous les deux un système de class loading modulaire. Et l'intérêt du class loading modulaire, c'est que les librairies Commons Collection et la librairie qui gère les ports réseau sont isolées l'une de l'autre. Et donc dans ces serveurs d'application, grâce à la modularité, la faille qui existe dans Commons Collection n'a pas pu être exploitée. Donc là, il y a une idée qu'on va pouvoir se poursuivre. Troisième point que je voulais souligner, que je voulais reporter par rapport
à notre Java d'actuel, c'est un problème d'obésité. Aujourd'hui, par exemple, le fichier qui contient les classes du JDK, il fait plusieurs dizaines de mégas. Alors bon, sur notre poste de travail, poste de développeur, on s'en fiche un peu. Sur un serveur dédié traditionnel, on s'en fiche un peu. Mais si on commence à cibler, par exemple, de l'IoT, 65 megs, ça commence à faire. Même sur du déploiement serveur, dans le cloud, si vous voulez provisionner un grand nombre de services, bah, c'est 65 MB fois ce nombre de services. Donc ça commence à faire lourd. Donc je m'appelle Alexis Hasler, je suis développeur indépendant depuis 13 ans maintenant. Je suis basé en région lyonnaise. Et donc je vais vous parler du système de modularité de Java 9. C'est donc juste une fonctionnalité de Java 9, mais qui est assez importante quand même. Et avec trois aspects essentiels: la fiabilité, la sécurité et la taille des artefacts. Je vais utiliser une application aussi que j'ai faite en Java 8, mais qu'on va rendre modulaire façon Java 9. Alors, c'est une petite application toute bête qui affiche juste des petites images sur une page web. Alors, je l'ai faite un peu façon architecture, on va dire, avec plusieurs couches, même si c'est pas super utile ici. Et surtout, je me suis concentré sur un truc, c'est réduire les dépendances vers l'extérieur. Parce que plus on a de dépendance, plus les questions sur la modularité vont se poser, plus on va être nous-mêmes dépendants de la compatibilité des librairies avec Java 9. Donc là, je vais vous présenter un cas qui est relativement simple, parce que peu de dépendance. Et vous verrez que déjà, en partant de là, il y a quelques réflexions à poser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste rebondir sur l'histoire des JDK tous les 6 mois. Jigsaw, il a vu passer 4 versions. Enfin, il a commencé à être développé du temps de Java 5. Et il devait être mis Java 6, Java 7, Java 8, Java 9 maintenant. Donc l'histoire des 6 mois, je pense que ça n'aurait pas eu beaucoup d'effet sur ce genre de fonctionnalité. Pareil, ils sont en train de bosser, ils ont commencé depuis 6 mois à bosser sur Java 10. Il y a des fonctionnalités sur lesquelles ils bossent dessus, avec un planning à l'époque de 2 ans, et il y a des fonctionnalités, ils se disaient, bah, on commence à bosser dessus, on verra si elle sera prête pour dans 2 ans. Alors à un rythme de 6 mois, je pense que les premières vont être un peu vides. Bon, je ferme la parenthèse, c'est qu'un point de vue personnel. On va rentrer dans le sujet, et on va parler de modularité dans le JDK. Alors en l'occurrence, les 2 premiers chapitres, ça va être modularité du JDK et modularité des applications. Vous verrez qu'il y a une petite subtilité entre les deux. Et puis aussi, moi je ne suis pas venu là pour parler tout seul, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre et à les poser au fur et à mesure, tant que c'est chaud. Ok? Ok, bon, bah, modularité du JDK. Donc premier point, le rt.jar dont je parlais, et puis son cousin, le tools.jar qui vient avec le JDK, ça n'existe plus. Il n'y a plus ces fichiers. À la place, on a des modules. Chaque module est dans son propre fichier, enfin peu importe. Avec un module central qui est java.base, qui contient les librairies principales. Et puis ensuite des modules thématiques comme le logging, SQL, XML, etc. Évidemment, ces modules sont dépendants les uns des autres et tout au bout du graphe de dépendance, on va retrouver à chaque fois java.base, puisque par exemple, c'est là-dedans qu'il y a la classe object. Donc forcément, tout le monde est dépendant directement ou indirectement de JavaBase. Il y a un certain nombre de modules aussi qui sont un peu particuliers là-dedans, qui vont être sortis du JDK prochainement. Corba, par exemple. Qui fait du Corba? Non, il y en a encore. Hein. J'ai déjà eu des réponses positives. Corba, c'est dans le JDK encore aujourd'hui. Forcément, pour un taux d'utilisation assez faible. Donc aujourd'hui, pour Java 9, le module existe toujours. Il est toujours fourni avec le JDK, mais il est marqué comme déprécié. Et il y en a quelques autres aussi,
comme dans le monde XML, des web services. Tout ça, c'est des JDK, des packages, des fonctionnalités qui ont été mises dans le JDK avec Java 6. En fait, Java 6, ils ont eu une super idée. Ils se sont dit, il y a des choses qui devraient être dans Java EE, comme les web services, JAX-WS, et ben on va le mettre dans Java SE. Et puis maintenant, pour Java 9, ils se sont dit, ouais, en fait, c'était une mauvaise idée. Donc, on va les sortir. Ça va être des modules à part, des librairies indépendantes. Il y a un certain nombre de modules aussi qui sont publics, utilisables, mais qui ne font pas partie de Java SE, qui ne sont pas dans le standard. Par exemple, moi, dans mon petit projet, là, j'ai utilisé le web server intégré du JDK qui se retrouve dans ce module-là. Donc, tout ça, c'est des modules JDK pour quelque chose. Ils sont spécifiques à mon JDK. Ce n'est pas du standard. Là-dedans, on va retrouver un certain nombre de packages, des com.sun.quelque chose, des sun.quelque chose. Alors, les sun.quelque chose, ils sont un peu plus louches normalement, comme sun.misc, par exemple. Je ne suis pas censé les utiliser normalement. Il paraît qu'il y en a qui les utilisent quand même. Là-dedans, il y a du ménage qui commence à être fait. Des classes qui sont supprimées et des packages qui sont toujours là, mais un peu cachés. On verra comment ça marche de cacher un package ce soir. Bon, donc moi, si je veux utiliser ces modules dans mon application, à la racine de mes sources, je vais faire un fichier moduleinfo.java, tout en minuscule. Et là-dedans, je vais déclarer mon module en lui mettant un nom et en lui déclarant les dépendances vers les modules que je veux utiliser. Java.base, j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de le déclarer, j'ai un requires implicite. Ensuite, pour la compilation, c'est JavaC toujours, c'est le même exécutable. Quelques petits changements sur des options. Les arguments sont un peu plus... Ils ont ajouté un peu plus de cohérence dans les noms des arguments. Mais globalement, c'est à peu près le même. Et puis, pour créer mes fichiers jar, c'est toujours l'exécutable jar. Là, c'est pareil, c'est le même, avec quelques petits ajouts. À l'exécution, toujours l'exécutable Java, ça ne va pas changer non plus. Par contre, vous voyez sur ma ligne de commande, il y a un truc qui est apparu, c'est le module pass. Le module pass qui remplace le class pass. Alors je dis qu'il remplace, c'est pas tout à fait vrai. Il y a le module pass qui arrive, c'est dans ce répertoire que je vais mettre mes modules. Alors on va regarder ça un peu sur mon application. Alors mon application, je vais déjà la démarrer. Alors je la compile, là pour l'instant je la compile en Java 8. Est-ce que vous voyez derrière ou il faut que je fasse plus gros? Bon, de toute façon cet écran, il n'y a pas grand chose à voir dessus. Si, il y aura des stack traces peut-être, si des fois on a des erreurs. Ok, donc là mon application a démarré sur le port 8001. Et j'affiche des belles images de montagnes. Je me suis dit en venant à Bordeaux, il faut que j'affiche des montagnes. C'est logique. C'est laquelle votre préférée? Moi, c'est celle-là. Je sais, je ne suis pas très original. Alors, hop, là. Elle est belle, hein? Non, bon, vous en fichez. D'accord. Pardon? Ça, c'est le Teleservin. Ou Matterhorn en allemand. Bon, on va faire ça en Java 9. Donc, mon build. Alors, ce que je vais faire, donc le build ici, c'est tout à la main. Je n'ai pas utilisé d'outils externes. Justement, même logique. Je ne veux pas me dépendre de la compatibilité d'outils tiers à Java 9. J'utilise Java 9 from scratch. Donc ici, bon, je crée des répertoires machin, javac puis jar pour créer mon fichier jar. Je vais le passer en Java 9 du coup, donc je passe avec un JDK 9 et je compile. Et déjà,
on est mal parti. Alors, on décortique un peu ce qu'on a là. Premier problème là-haut. J'utilise le package javax.xml.bind. Ça fait partie, c'est JAXB, ça fait partie de ces packages qui ont été, de ces modules qui sont dépréciés. Ces modules dépréciés, je n'ai pas de dépendance automatique sur eux. Donc il va falloir que je déclare une dépendance sur le module qui est indiqué ici, java.xml.bind. Donc ça, première étape, il va falloir que je fasse ça. Bon, je vais déjà faire ça peut-être. Je vais commencer par ça. Pour faire ça, je vais commencer par créer mon fichier module info. Donc à la racine de mon code source, module info.java. Donc je déclare mon module. Alors, la convention pour les noms de modules, c'est nom de domaine inversé, comme pour les packages. Et donc, je vais déclarer une dépendance vers java.xml.bind. Bon, déjà, vous voyez qu'il me le barre. Il est déprécié. OK. Je refais un build. Alors, c'est marrant, hein, maintenant que j'ai déclaré ça, j'ai encore plus d'erreurs. L'explication à ça, c'est que avant que je déclare ce module info.java, mon compilateur fonctionnait dans une espèce de mode de compatibilité, avec des dépendances implicites. Maintenant que je le déclare, que j'ai mon module info, eh ben, il se base que sur les déclarations, les required qui sont dans ce fichier. Et donc, il me manque d'autres dépendances, comme par exemple jdk.http server. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Java.desktop, là en bas. Je dois en avoir un troisième encore, je crois. Java.sql aussi ici. Et puis, ça devrait être tout. Donc, je vais résoudre ces trois-là. Et j'essaie encore une fois. Bon, c'est beaucoup mieux. Alors, le nouveau problème, un truc du package sun.misc. Bouh. Qui utilise du sun.misc? Je suis sûr que vous en utilisez. Peut-être pas directement vous, mais vous devez certainement utiliser des librairies qui elles-mêmes en utilisent. On en reparlera parce qu'en plus c'est plus grave que mon problème ici. Moi j'ai utilisé sun.misc pour faire du base 64. Pardon? Command-slang aussi. Mais c'est pas la peine d'aller chercher si loin. Dans Java, depuis Java 8, il y a un remplacement de ça. Mais que depuis Java 8. Donc, va falloir que j'aille modifier ma classe. Alors, c'était quelle? ImageDB. Là, encodage, décodage, base 64, j'enlève ça. Effectivement, j'ai une classe, la base 64, dans Java Util, qui est là depuis Java 8 et qui fait le boulot. J'ai juste développé comme un développeur Java 7. Tiens, je ne vous ai pas demandé, vous faites quelle version de Java? Qui fait du 8? Ouais, pas mal. Ouais, grande majorité. Qui fait du 7? Ouais, une dizaine de mains. Du 6? Ouais, il y a 3 mains. Du 5? Oh, là, ça commence à être bien parce qu'il y a plus de 5 que de 6 quand même. On est pas mal. Bon, je demande du 4, du 1.4 plutôt. Non, je pense que ceux qui en font ont trop honte. Là aussi, je rebondis. Hein. Juste Java 7. Vous utilisez quoi comme Java 7? Oracle? OpenJDK? IBM? Oracle?
Vous savez que ça fait longtemps qu'il n'est plus maintenu. Hein. Pardon? D'accord. Tu aurais pu passer à OpenJDK 7. Lui, il est maintenu. En fait, quand Oracle arrête de maintenir une version d'OpenJDK, il passe la main à Red Hat. Parce que Red Hat, eux, ils supportent OpenJDK dans leur contrat de maintenance derrière sur JBoss. Et donc, ils continuent, c'est eux qui prennent le lead sur les projets en fin de vie pour Oracle. Donc, OpenJDK 7 est plus maintenu que Oracle JDK. Sauf si vous payez une souscription à Oracle. Donc, j'attends de voir aussi avec les trucs des 6 mois, comment ça va se passer, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de sujets. Ok, bon, je reviens à mes images. Il y a des gens qui font du Java 9 déjà? Alors aujourd'hui, pourquoi pas encore? Ça devient, on est sur une, je ne sais plus comment ils l'appellent, une release candidate. Pardon? Non, le final release c'est la semaine prochaine. Ouais. Ou final, ouais, je ne sais plus exactement le nom. Mais ceux qui ont commencé à l'utiliser il y a 6 mois, 1 an, ils ont ramé. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé encore. Bon, mon build, il passe, j'ai juste un warning qui me dit que j'utilise JAXB. C'est pas une bonne idée, c'est déprécié. C'est juste un warning. Ok. Eh ben, j'ai plus qu'à run. Ah, mon run, il faut que je le passe en Java 9 aussi. Ah, ça a failli marcher. Alors, pourquoi ça marche pas? Bah là, j'ai réutilisé mon Java, mon exécutable Java, comme avant, sauf que j'ai exécuté en mode ClassPass. Donc là aussi, si je l'utilise en mode ClassPass, il n'utilise pas le module info. Il l'utilise façon mode de compatibilité. Donc à la place du -cp, je vais mettre un -, module pass. En mettant juste le répertoire. Je ne suis pas obligé de donner toute la liste de mes fichiers jar là ce coup-ci. Je dis juste le répertoire où ils sont. Ah. Ça m'embête un peu plus, c'était pas prévu. Pardon? Ah oui, mais en fait, c'est -m. Là aussi, je me suis mélangé un peu entre le module pass et l'ancienne version. Là, maintenant, je ne lance pas juste une classe. Ce que je lance, c'est avant tout un module. Et c'est une classe dans ce module. Bon, ça marche pas beaucoup mieux, mais on avance. Là, j'ai pas envie de vous dire pourquoi ça plante. J'ai pas envie de vous dire, je vais juste mettre ça. On en reparle plus tard? Je recompile. Et j'essaye mon run. Merde, toujours pas. Bon, ouais, j'essaye d'accéder à une base de données. Un problème de driver. Bon, je vais passer... je vais dire que je ne vais pas rendre mes images persistantes. On s'emmerde beaucoup moins sans base de données. Et ben voilà! Merci. Elle a démarré, on n'est pas sûr qu'elle marche. Hein. On va regarder si on retrouve le Servin. Oui, c'est plus en base, mais je les charge depuis les fichiers. De toute façon, je les recharge à chaque fois. La base était elle-même en in-memory, donc ça ne change pas grand-chose. Et mon Servin, il est toujours là. Magnifique. Bon. Je ne veux plus s'arrêter. Bon, qu'est-ce que vous en pensez?
Premier contact. Ça roule tout seul, non? Alors attention, je vous ai dit j'utilise peu de dépendances, mais je les ai quand même bien choisies. Et puis là, j'entre assez rapidement dans le mode vraiment modularité. Je reparlerai du mode de compatibilité, du mode ClassPass un peu plus tard. Mais bon, attendez. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter d'utiliser des trucs que je ne devrais pas utiliser, et puis déclarer, combien, 5 lignes là-dedans? C'est pas si compliqué. Bon, maintenant qu'on en est là, on va essayer de rendre notre application modulaire. Parce que là, mine de rien, mon application, elle est tout à fait monolithique. Hein. J'ai un gros jar comme avant. C'est juste le JDK qui lui est devenu modulaire et dont j'utilise des modules. Donc je vais rendre mon application modulaire et les dépendances que j'utilisais avant entre mon application et le JDK, je vais utiliser la même technique pour créer des dépendances entre des modules applicatifs. Ça va se passer toujours dans mon module info et toujours avec le mot-clé requires. Donc rien de nouveau à ce niveau-là. Ce qu'il faudra que je pense à faire ici, c'est déclarer quels sont les packages que je veux rendre utilisables par les autres modules. C'est le mot-clé export. Si je n'exporte pas un package, les autres modules ne pourront pas avoir ces classes. Ensuite, c'est facultatif, mais tant qu'à faire, je vais utiliser le truc jusqu'au bout. Avec le système de modularité ici, on va pouvoir, sous le même projet, avoir directement plusieurs modules. Vous voyez que j'ai fait mon src main Java là à la façon Maven, et à l'intérieur je vais mettre plusieurs modules, chacun ayant son module info. Et ça, je vais pouvoir le compiler en une seule passe, en utilisant non plus source pass ici, mais module source pass. Et ça va être intéressant pour les temps de compilation. Déjà, mon exécutable, il va se charger qu'une seule fois, et il va avoir à construire tout le graphe de dépendance entre les classes qu'une seule fois. Donc ça peut être intéressant pour les performances de compilation. Par contre, l'utilitaire jar, lui, il n'a pas été mis à jour, il ne va pas savoir faire plusieurs jars en une seule passe. Lui, il va falloir que je le passe pour chacun de mes modules. Ici, j'ai rajouté quelques infos aussi. Donc le main class, pour dire quelle est la classe principale, ça m'évitera de la déclarer de nouveau au moment de l'exécution. Et puis, une version pour mon module. Alors ça fait beaucoup de bruit. Vous en avez entendu parler de cette histoire de version? Parce que là, en fait, ce qu'on met ici, c'est juste une métadonnée. Cette version, ce numéro de version n'est pas utilisé pour l'arbre de dépendance. C'est un numéro, c'est une métadonnée quelconque. Ouais, c'est un numéro de build, un numéro de... Tu mets ce que tu veux dedans, ça sert à rien. Alors si, ça pourra peut-être servir à d'autres outils qui viennent se greffer par-dessus. Mais en tout cas, pour la résolution de l'arbre la résolution des dépendances, ça ne sert à rien. Non. Non, heureusement que... Non. Par contre, ça c'est au début, les premières versions de Jigsaw, donc de la modularité, il tenait compte de ces numéros de version. Et on pouvait déployer plusieurs versions du même module. C'est vachement bien. On ne peut plus. Pourquoi on ne peut plus? En fait, ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué. Alors, pas compliqué en tant que tel. Les algorithmes de résolution de dépendance avec des versions, ça existe, ça marche. Le problème, c'est qu'on est déjà sur un écosystème qui est assez riche. Et par exemple, au niveau du build, on a des Maven, des Gradle, des choses comme ça, qui font, c'est déjà une résolution de dépendance comme ça, et qui n'ont pas le même algo. Si le JDK venait avec son propre algo, il allait prendre celui de Maven, celui de Gradle, un troisième, il allait péter Maven. Je ne vous raconte pas les levées de bouclier. Et ça, c'est à la compilation, au build. Mais au runtime, c'est pareil. Il existe déjà des systèmes de modularité qui gèrent ça. OSGI et JBoss Module, ceux qu'on a cités tout à l'heure pour
qui sont utilisés respectivement dans Glassfish et Wi-Fi. Eux aussi, ils font leur système de résolution. Eux aussi, ils sont capables d'avoir plusieurs versions de la même librairie, mais avec leurs propres algos. Est-ce qu'on va péter OSGI? Est-ce qu'on va péter JBoss Module? Le débat, il a toujours lieu. J'ai encore vu un échange de mails ou une réunion, je ne sais plus quoi, il y a un mois, je crois, du groupe d'experts, où ils se reposaient encore la question. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'il faudra le faire dans la prochaine version? Blablabla. Donc gros sujet. En tout cas, aujourd'hui, un module ne peut exister que dans une seule version. Et ça va être, comme d'hab, aux outils de build de gérer ses priorités et ses choix. Bon alors, mon application. Je vous avais dit plusieurs packages. Je vais la rendre modulaire. Donc là-dedans, j'ai identifié dans ces packages, alors il y a une partie front-end qui est le point d'entrée, qui est le package web, avec la classe main, donc ça je vais le garder dans un coin, je pense. Il y a ça qui est réutilisable à gauche, à droite, tout le monde a des dépendances sur lui, donc je vais le mettre dans un module à part. Pareil là-haut, c'est mon petit framework interne, parce que j'aime bien faire des petits frameworks maison. C'est sympa à maintenir pendant quelques années après. Vous n'aimez pas, vous? Non, je voulais pas de dépendance à l'extérieur, alors j'ai dû réinventer des trucs. Et puis le reste, c'est en gros mon back-end, je vais le mettre dans un module. Je vais faire un truc qui ressemble à ça. Un main avec le command ici utilisé par tout le monde, le data utilisé par le main et le back-end qui a une dépendance sur data aussi. Alors je ne vais pas tout faire à la main parce que du drag and drop de classe dans l'IDE, je pense que je vais faire pas mal d'erreurs. J'ai scripté ça. Donc lui, il va juste éclater, il va me créer des fichiers module info pour chacun de mes modules, mais il y aura certainement des petites choses à revoir. Donc, j'ai mes différents packages ici, mes différents modules, pardon, avec chacun son module info. Alors, je vais commencer par celui qui est en bout de ligne, qui est mon framework maison. Alors lui, il a déjà ses dépendances, enfin ses dépendances vers le JDK, ça je l'ai généré automatiquement. Par contre, pour qu'il soit utilisable par les autres modules, qu'est-ce qui me manque? Ouais, il faut que je dise quels sont les packages qui sont utilisables. Et donc, effectivement, il y a un export. Donc, il y a 3 packages. Si je me rappelle bien. Voilà, ça doit être à peu près ça. Non. Non, il n'y a pas de transitivité de l'export. C'est le package à plat. Ok, le data, je vais faire pareil. Là, j'ai un seul package à exporter. Data. Ensuite, j'avais mon backend. Non. Tu veux exporter tout d'un coup? Pardon, je n'ai pas entendu. Non, il n'y a pas, non. Alors celui-là, il est un peu plus intéressant que les autres parce que là, j'ai vraiment, vous voyez que j'ai vraiment 3 packages. Le package service, qui est vraiment le point d'entrée pour les autres, et ensuite DB in memory, qui sont des 2 options de stockage, entre guillemets. Eux, je ne veux pas les exposer. Je ne veux pas qu'ils soient utilisables directement. Donc je ne les mets pas en export. Vous voyez que j'ai une meilleure encapsulation là quand même. C'est-à-dire indirectement. Ouais, le module a le droit d'utiliser ses propres classes. Ouais. Ça marche à l'intérieur. Et lui, ah oui, ici, il me manque des dépendances peut-être. Non, SW Common, ça c'est bon. Image data. Mon backend, ça c'est bon. Et donc le main. Donc le main, il n'a rien à exporter, puisque c'est le point d'entrée
Il n'a pas de package utilisable pour les autres modules. Par contre, il va me manquer des requires, je pense. Comment je les avais nommés? Oui, mes nommages, ils sont pas terribles, hein. Ouais, mais j'ai peur de me planter après avec mon script, là. Je vais l'appeler comme ça. Parce qu'il me semble que le nom doit être cohérent avec le nom du répertoire. Donc je vais rester avec un truc pas tout à fait standard, mais qui a plus de chances de marcher. Et je crois qu'il a besoin aussi du common. Bon, j'essaie de compiler. Vous avez d'autres idées? Ah, il y a un truc louche quand même. Vous voyez que c'est souligné en rouge partout là. Le souligné en rouge, c'est juste parce que la version de l'IDE que j'utilise, qui n'est pas la toute dernière non plus, je n'ai pas testé dans la toute dernière, mais la version que j'utilise ne supporte pas le multimodule. Pardon? Bah, c'est vrai que c'est pas évident pour eux, parce que cette notion de module ou de sous-projet, ça existe déjà chez eux. Donc comment est-ce qu'ils vont, d'ailleurs chez Maven aussi, et Gradle et compagnie, comment est-ce qu'ils vont faire matcher ces notions? Ça, c'est pas évident du tout. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu passer en tout cas. Alors je vais relancer un build. Module not found. Ah. Vous aurez pu me dire que j'ai oublié d'adapter mon build. C'est plus un source pass que je dois utiliser. C'est un module source pass. Et puis ici, ben le jar aussi, il faut que je fasse plusieurs jars pour mes différents modules. Un jar par module. Alors ça, je ne vais pas le réécrire, hein, je l'ai mis en commentaire pour pouvoir le réutiliser tel quel. En espérant que c'est la bonne... Ok, bah on est pas mal, là ça compile, j'ai juste 2 warnings. Tout à l'heure j'en avais qu'un seul pour un module. Maintenant JAXB a l'air d'être utilisé dans 2 modules différents, dans main et dans common. C'est pour ça que je l'ai 2 fois. En tout cas ça compile, je vais essayer de run. Oui, bah mon run, j'ai changé le nom du module principal, il faut que je le rechange. Ah, encore un petit détail sur mon build. Le fichier XML de configuration, je le copie mais pas au bon endroit. Puisque maintenant il faut le copier dans un sous-répertoire. Allez, je refais un build. Et ça remarche. On va vérifier quand même. Le servin est toujours là. La liste aussi, tout va bien. Bon, bah, j'ai réussi à faire un système modulaire. Non. Non, parce que c'est vraiment le module info.class, du coup, puisque c'est compilé, qui se retrouve à la racine du jar, qui fait foi pour le nom du module. Donc non, ça c'est pas prévu. Il y a un format, il y a le format mod, qui lui est une sorte de méga module, qui peut inclure, alors je ne sais plus exactement ce qu'il inclut, je crois qu'il n'inclut pas des jars, il inclut des classes, mais il va être capable aussi d'inclure d'autres formats comme des DLL et des trucs comme ça. C'est le nouveau format qui est utilisé en interne dans le JDK d'ailleurs. Les modules du JDK sont distribués à ce format-là. Bon, donc au final, pour rendre mon application modulaire, j'ai éclaté
mon source sur plusieurs répertoires. Et dans chacun des modules, j'ai créé mon module info. Et puis j'ai juste géré mes dépendances. Bon, sur ce, j'aimerais qu'on revienne sur l'encapsulation. Vous avez vu que au niveau des visibilités, on a une modification là. Il y a une nouveauté, un truc qui n'est jamais arrivé depuis la création de Java. Depuis le début, on a les 4 niveaux les 4 niveaux de visibilité: private, package, protected et public, du plus restreint au plus large. Et jusqu'à maintenant, quand on disait que quelque chose était public, c'était visible par tout le monde. Le monde entier peut voir un truc public. Maintenant, public, ça veut dire juste dans le module. D'ailleurs, ceux qui font du .NET, vous retrouvez des choses qui existent depuis le début de .NET. La visibilité, je ne sais plus, c'est Assembly, je crois, un truc comme ça. Il y en a qui font du .NET? Non, personne? Bon, tant pis. Donc eux, ça existe depuis 2002, nous, c'est 2017. Et puis, pour que quelque chose soit visible par les autres modules, bah, faut le mot-clé export. Ouais. On en parle après du... Tu veux faire un truc 7 accessible, machin? Ouais. Ouais, on se garde, on se met de côté? Juste après, hein. Le premier, juste après, pas longtemps. En attendant, autre point important par rapport à ces histoires de package et de modules, un package doit être compris dans un seul module. On ne peut pas mettre un package à cheval sur 2 modules. Ça ne marche pas, ça n'existe pas. Même des modules non exportés, hein, on n'a pas le droit. Autre question qui peut sembler un peu délicate. Ok, on a 2 niveaux. On a public, donc à l'intérieur du module, ou exporté, visible pour les autres. Sauf que peut-être que je veux me rendre un package visible, mais pas pour n'importe qui. Pas pour tout le monde, que pour certains. Et bien là, il y a le mot-clé tout, exporte tout. Je peux dire que ce package, dans mon module, il est exporté, mais uniquement pour tel et tel autre module. Et ça, c'est utilisé pas mal à l'intérieur du JDK. Alors, pour mon cas, l'idée, ce serait de dire database et memory, c'est 2 options de stockage. C'est pas à peine que je les distribue tous les 2 en même temps. Je vais peut-être vouloir, et je voudrais peut-être en rajouter par la suite. Donc, je vais les éclater. Je vais les mettre chacun dans son module. Sauf que je ne veux pas que main puisse accéder directement à DB au stockage. Donc, il faudra que j'applique du export tout pour limiter ça. Alors, je vais continuer à éclater mon gros module là. Donc là, le back-end, je vais l'éclater en 3 morceaux. Il y aura toujours un truc back-end et il y aura les 2 stockages. Que je retrouve ici et là. On va regarder leur module info. Donc lui, il a les requires dont il a besoin et il a un bon vieux export. Donc là, tel que c'est fait, si je me place dans le main, si dans le main, je rajoute un requires sur DB, par exemple, au niveau de ma classe main, ici, je pourrais je peux déclarer une variable de type ImageDB. Ça, j'en veux pas. Alors, je vais vérifier quand même que ça compile, peut-être. Un petit build. Alors, c'est dans InMem. Et oui, c'est le backend qui ne veut pas compiler, a priori. Ouais, dans le backend, il faut que je rajoute les requires sur mes 2 modules que je viens de créer.
Ok, j'ai plus que mes deux warnings, ça passe. Donc, je vais revenir à mes backends ici, et je vais leur dire, toi, je veux que tu exportes uniquement à backend. Pareil pour toi ici. Et là, normalement, ça ne devrait plus compiler. Voilà. Ça ne compile plus. Le main ne compile plus parce que mon package DB n'est plus visible. J'ai restreint l'export. Donc je vais le virer pour pouvoir recompiler. Ok, ça recompile, c'est bon. On retrouve ici une notion d'amitié en fait entre modules. Une notion d'amitié qu'on avait dans des langages comme C++, des choses comme ça. Mais vous voyez que la notion de visibilité qui était assez simple avec les 4 niveaux, elle devient beaucoup plus complexe ici. Beaucoup plus fine aussi, on peut dire. Alors cette histoire, c'est utilisé dans le JDK avec le package sun.misc. Sun.misc, en gros, il existe toujours, il est toujours là, mais il n'est pas exporté. Et ce qui est exporté maintenant, c'est en gros des façades là-dessus, JDK internal misc, mais vous voyez que c'est exporté que aux autres modules du JDK. Histoire de dire, arrêtez d'utiliser ces classes. C'est fait pour de l'interne. Et il y a une classe en particulier qui est concernée là-dedans, c'est la classe unsafe. Vous avez déjà entendu parler de la classe unsafe? Qui en a entendu parler? Ouais, Pierre qui l'utilise? Personne. Vous l'utilisez certainement indirectement. Elle est partout. Dès qu'il y a des choses un peu touchy au niveau mémoire ou des choses comme ça, elle est là. Et c'est bien le problème parce que du coup, Oracle ne pouvait plus la faire évoluer, vous ne pouvez plus péter des trucs dedans. Elle est utilisée de partout. Par exemple, le langage Groovy, par exemple, l'utilise. Bon, il y a pas mal de trucs qui l'utilisent. Donc celle-là, elle existe toujours, mais elle a été mise maintenant dans un module à part qui exporte sun.misc, qui s'appelle jdk.unsupported. Vous avez le droit de l'utiliser, mais si là vous ne comprenez pas qu'il ne faut pas, et ils disent bien, ils insistent là-dessus, hein. On l'a gardé parce que vous avez vraiment été lourd avec ça, ils voulaient le faire péter, hein. Mais ils le conservent en Java 9. Ils enlèvent des trucs petit à petit. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés scanner GitHub, et ils sont allés voir sur GitHub quelles étaient les méthodes utilisées dans Unsafe et dans les autres classes de sunmisc. Et je ne sais plus quel est le seuil qu'ils ont mis, mais en gros, s'il y avait eu moins de 100 utilisations, ils viraient, ils cassaient. Bon, Unsafe, il y en a plus que ça, ils l'ont gardé. Bon, en termes d'encapsulation, on parlait d'un gros hack tout à l'heure. Field.setAccessible_true. Vous le connaissez celui-là? Qui le connaît? Ah, là, il y a des mains qui se lèvent. Ça fait plaisir. C'est pratique, hein? Mais on est d'accord? On ne devrait pas. Vraiment, on ne devrait pas. Pardon? C'est pour, ouais, enfin, la cause en question, justement, c'est pour que ça marche, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour que ça marche. Mais on est d'accord que si un truc est déclaré private, c'est pour qu'il soit private, quoi. Là, en gros, on arrive au pied de biche, on dit, toi, je t'aurai. Bah maintenant, alors je dis maintenant, c'est pas complètement vrai. J'y reviens encore après, mais cet accessible true, ça devient interdit. Disons, dans la logique de modularité, ça devient interdit. Ça fait péter un inaccessible object exception.
Sauf si on dit que dans ce package, on veut bien que les membres private soient quand même accessibles si on insiste. C'est le mot-clé open ou opens. Opens pour dire qu'un package est ouvert au pied de biche. Open devant le module pour dire que tout le module est ouvert au hack. J'ai utilisé moi tout à l'heure. Vous voulez que je l'enlève pour qu'on revoie l'erreur? Ouais. Alors. Alors maintenant, il était là-dedans. Là-dedans, on devrait le voir. Alors le build, normalement, il devrait bien se passer, puisque c'est accessible, c'est un truc de runtime. Il ne va pas jusqu'à détecter ça. Il détecte beaucoup plus de choses à la compilation, mais ça, quand même pas. Et sur le run, il pète inaccessible, object, exception. Il me dit, bah, je n'arrive pas à accéder au truc private qui est 7 ports dans configuration. Et ça, c'est dans le module SW Common. Et il faudrait que je l'ouvre à Jaxby. C'est Jaxby qui essaye d'accéder à ce truc private. Alors là, dans la même catégorie, on va retrouver les Hibernate et compagnie. Ils font le même topo. Sinon, je mets quoi? Oui, et les getters aussi et tout ça, éventuellement. Alors, je refais le build. Ah, erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. C'était common. Pardon? Le common, il est une fois en export et une fois en opens. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Export, c'est j'ouvre mon API. Opens, c'est si j'ai un objet de ce type-là, tu peux forcer le passage. Au passage, on peut avoir un objet sans en connaître l'API direct. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, si tu veux. Les bins. Alors peut-être pas dans un module, tu peux les mettre dans un package à part. T'as vu, ce coup-ci, j'ai fait un peu plus fin que la première fois. La première fois, j'avais mis open module. Et ce coup-ci, j'ai dit, j'open juste ce package. Donc tes bins, effectivement, qui doivent être forcés, mets-les dans un package à part, ce qui est quand même une habitude assez courante, il me semble. Oui. Opens to, je crois pas. Ah, quoique, je me trompe peut-être. Il a l'air de l'accepter. Ouais, il l'accepte. Donc oui, bonne question, on peut. Ouais, c'est le tout. Ouais. Le tout peut s'appliquer au export et au opens. Ici. Ouais, en gros, s'il y a un set accessible dans ce module, alors je le laisse, je l'accepte. Ouais, non, tu mets une virgule. Tu mets une virgule. Exactement. Tu vois. Alors, un tout a quelque chose qui...
Ah, c'est bon? Ok. Alors je vais le rebuilder comme ça quand même. Ok. Donc cette histoire d'encapsulation et de visibilité, vous voyez que ça a quand même pas mal remué, hein. Mais le but, c'est vraiment de monter des murs pour éviter que n'importe qui et n'importe quoi puisse passer n'importe où. Rappelez-vous du Commons Collection. Bon, les dépendances. On a vu required. On a une notion de dépendance transitive aussi. L'idée, c'est quoi? Là, j'ai un module. Ce module, il a une dépendance vers lui, vers le module 2. Mais ce n'est pas juste une dépendance d'utilisation, c'est qu'il y a des classes de ce module 2 qui sont dans la signature des méthodes du module 1. Ça veut dire que n'importe qui va utiliser module 1, il va recevoir des objets dont les types sont déclarés dans module 2, il devra avoir une dépendance là-dessus aussi. Donc plutôt que de dire je dois déclarer la dépendance sur le 1 et le 2, bah dans le 1, je dis que la dépendance sur 2 est transitive et j'ai plus besoin de déclarer la dépendance ici. Du moment que j'ai une dépendance sur module 1, j'ai automatiquement la dépendance sur module 2. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe si j'ai une dépendance sur une librairie tierce, Commons Collection si tu veux, qui n'a pas été modularisée, qui n'a pas de module info.java, enfin .class runtime. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça a été vraiment un sujet, ça a frité pendant des semaines. Bon, avec le set accessible un peu aussi, hein. Mais ouais. Alors, pourquoi? Votre jar, c'est pas un module. Donc, je ne vais pas le mettre dans module pass. Je vais le mettre dans le class pass. Ouais, parce que le class pass existe toujours. Sauf que si je le mets dans le class pass, je ne peux pas y accéder depuis un module déclaré. Un module déclaré ne peut pas accéder au class pass comme ça en vrac. L'idée, c'est toujours pareil. On a le monde de l'ordre, là-haut, où les choses sont bien compartimentées, et le monde du désordre, du chaos, qui est le class pass. On ne veut pas que l'ordre puisse accéder au désordre, ou du moins pas directement. Pas directement parce que, en fait, je vous ai dit, on ne va pas mettre la librairie dans le module pass, ben si. Et si on met la librairie dans le module pass, ça devient un module automatique. Même sans module info, c'est quand même un module. Et ce module-là, donc je peux l'utiliser et je peux faire des requires dessus. Et lui, par contre, bah comme je ne l'ai pas fait je l'ai pas conçu comme un module, et ben lui, il pourra quand même accéder au ClassPass. Parce qu'il faut quand même que ça marche. C'est ça, c'est pour la transition. À terme, l'idée, ce serait quand même de faire sauter tous ces modules automatiques, mais il y a peu de chances que ça marche du premier coup. Donc, quand je vous ai dit que le module pass remplaçait le class pass, ça n'est pas vrai. Les deux peuvent coexister. On a un mode de fonctionnement hybride avec module pass plus class pass à côté. Oui. Ouais, non, mais c'est sûr, le monde du chaos existe encore, mais il n'est pas complètement. Je suis pas complètement mélangé dedans, quoi. Si je reviens à l'histoire de la faille de sécurité que je citais au début, si moi je fais une classe qui gère les entrées-sorties avec mon port, qui est dans un module à moi, et que Commons Collections est dans le ClassPass, bah, il n'y a pas un accès direct pour autant. Ils ne sont pas au même niveau.
Les modules peuvent accéder indirectement au ClassPass. Voilà. Je me rappelle plus de toutes les règles là-dessus. Mais il y a des trucs dans l'autre sens aussi. Je ne sais plus exactement, mais en fait, là, je vous parle du ClassPass, mais le ClassPass est un module lui-même. Un module qui a des règles particulières. C'est le module qui s'appelle le module unnamed. Le module sans nom. Et le module sans nom, c'est un gros module qui contient tout le ClassPass. Au passage, ça répond à une question. Est-ce qu'on ne peut envisager un jar avec plusieurs modules? J'avais dit non, mais à l'opposé, on peut envisager un module qui a plusieurs jars. Bon, je ferme la parenthèse, on risque d'aller sur des pentes... Non, le ClassPass, ça n'a pas changé, ouais, c'est... Ouais. Ah! Ouais, c'est ça qui a fait beaucoup de discussions. La règle de départ, c'est-à-dire on prend le nom du fichier, on fait des petits changements, on enlève le point jar, on enlève tout ce qui peut ressembler à un numéro de version. S'il y a un tiret, je le remplace par un point, et ça devient un nom de module. On va partir là-dessus, et on verra que ça ne marche pas dans mon exemple. Alors, mon idée ici, c'est que dans mon framework, dans mon petit framework maison, je me suis dit que comme en Java, on n'a pas trop de framework de log. Vous en connaissez, vous, des frameworks de log? Non, hein. Je suis sûr que vous n'êtes même pas capable d'en citer une dizaine. Ah, 10, ça commence à... Il y en a qui se lancent, là. Je crois que sur un projet, j'ai réussi à en intégrer 7 ou 8, maxi. Ouais, une fois qu'on les avait tout mis, il n'y avait plus de log du tout, ils se bouffaient les uns les autres. Bon, donc moi j'ai fait mon framework de log, et je découvre qu'il y a SLF4j, et que c'est plutôt sympa à utiliser. Donc je vais l'utiliser. Alors dans un premier temps, je vais garder mon espèce de logger ici, et plutôt que d'utiliser ma classe interne, je vais remplacer cette classe-là par un logger de SLF4j. Je ne l'ai pas là-dedans. Ah, ouais, j'ai peut-être pété mon ClassPass de l'IDE tout à l'heure. Pardon? Surtout en multimodule où il est complètement perdu. Alors, tu m'en citeras un qui supporte le multimodule? Ouais? Ouais, surtout que NetBeans, j'ai essayé plusieurs fois de l'utiliser avec Java 9, il n'a jamais trop voulu. Quelqu'un se rappelle de Get, Logger? Ouais, ça peut être ça. Et le reste, après, ça doit marcher à peu près parce que j'avais utilisé des méthodes qui sont compatibles. Alors si je build ça, forcément, ça ne va pas marcher parce que j'ai déclaré aucune dépendance. Donc, je vais revenir à mon module info ici et je vais rajouter un requires. Donc je prends le nom du fichier. Alors le nom du fichier il est ici, SLF4j API 1.7.25. J'enlève la version, j'enlève tout ça, les tirets je remplace par un point. Ça doit faire ça. Et au build, il faut que je lui dise aussi que... Alors c'est pas un class pass que je vais rajouter ici, du coup c'est un module pass.
C'est un jar, un bon vieux jar à l'ancienne, ou presque. Alors, module NodeFont SLF4J API. Bon. Embêtant ça. Alors, j'ai dit à peu près à l'ancienne. Pardon? Non, c'est pas le 4. Alors, effectivement, ils se sont un peu pris la tête avec ça. Pas forcément sur celui-là, mais des librairies comme Fabricate. Le 8 à la fin. Pour H2 aussi, ouais, pareil. Il y a quelques trucs comme ça où ils sont un peu pris la tête, mais ils ont résolu ça au final. Alors, je vais ouvrir le jar en question et montrer que j'ai triché en fait. J'ai ajouté cette ligne dans mon manifeste. Cette ligne, elle est là pour dire non, on ne prend pas le nom du fichier, mais on va utiliser ce nom-là. L'idée là derrière, c'est que le nom de fichier, c'est trop commun. Il y a trop de risques de conflit. Regardez un peu sur ma veine centrale le nombre de fichiers qui ont le même nom. Bon, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Puis à un moment, ils se sont dit, non, bah, effectivement, les râleurs ont peut-être raison. Il va falloir qu'on fasse un truc un peu plus fin. Alors à un moment, il était question d'utiliser le pom.properties qui était dans les méta-inf aussi, et d'utiliser le groupe ID. Visiblement, enfin, j'ai vu les discussions qui envisageaient ça, j'ai pas vu de discussion qui disaient on le fait pas. Et j'ai essayé, j'ai pas réussi à faire marcher avec ça. Donc par contre, ça marche. Automatic Module Name, ça permet en fait à chaque développeur de librairie de choisir son propre nom. En suivant la convention nom de domaine inversé, normalement les conflits devraient être assez faibles. Donc je vais essayer avec ce nom-là. Il est où mon common? Il est là. Et ça passe. Donc il va bien chercher dans le manifeste pour le nom en question. On essaie un petit run? Ouais, il faut peut-être que j'améliore mon run aussi, que je lui dise qu'il aille chercher le module pass. Là, je donne juste le répertoire artefact où je mets mes jars à moi. Faut que je lui rajoute dependencies / compile. Ah, presque. Ouais, enfin ça marche. Ça marche, sauf que j'ai pas SLF4J, juste l'API. SLF4J, il faut lui mettre une implémentation aussi. Bon, l'implémentation, je l'avais, mais dans l'autre répertoire ici. Comment je vais faire pour lui dire d'utiliser ce jar-là? Classe pass, ouais. Et là, ça marche aussi. Et alors, vous ne l'avez peut-être pas relevé, mais le préfixe ici a changé. Hein, il y a le main, notre crochet, c'est vraiment le formalisme, le formatage façon SLF4J. Donc là, on voit que j'ai utilisé cette librairie qui est dans le ClassPass. Juste un petit détail, si j'avais mis SLF4J Simple dans le module pass, ça aurait marché aussi. J'ai vu nulle part écrit que ça doit marcher comme ça, mais dans la pratique, ça marche. Là, il y a un truc que j'ai raté aussi. Oui, j'ai essayé de suivre, mais il y a eu tellement de mouvements, d'agitation là-dedans que j'ai raté des épisodes aussi.
Donc sur les noms, module automatique avec le nom inscrit dans le manifeste. Et ça a apaisé un peu tout le monde. Ça et puis un autre truc encore. Bon, on va dire qu'on est satisfait. Ah si, la base de données, le driver qui me posait problème au début, où j'ai dit je le rends non persistant. Bah c'est pareil, le driver en fait il faut qu'il soit dans le ClassPass pour être chargé au runtime. Et là ça marchera, il le trouvera. Mais à l'époque j'avais dit que le ClassPass n'existait pas, qu'il n'y avait plus qu'un module pass. Oui, c'est dans le manifeste de la librairie elle-même, qui déclare son nom. Oui, oui, oui. Ouais. Alors, il s'était posé la question, est-ce que Maven Central, ils n'allaient pas... quand on publie un truc, ils génèrent le truc en fonction du groupe ID, etc. On peut peut-être le récupérer, le changer à la récupération aussi, peut-être. Ouais. Peut-être, ouais, peut-être. Je crois. Alors, je me demande si les trucs SLF4J, justement, je suis pas allé voir dans les nouvelles versions, mais il me semble qu'elles ont le truc maintenant. Bah, l'auteur du truc était à un jug que j'avais fait. C'est un gars de Lausanne. Donc. Ouais, mais c'est-à-dire que tu dois déclarer les noms des modules pour tous les modules dont tu dépends. Et après, les dépendances transitives derrière. Ouais, c'est... Alors, je suis d'accord. Le tooling peut nous aider là-dessus. Mais ils ont pas mal de boulot quand même. Déjà, rien que de se rendre compatible, ils ont pas mal cravaché. Et... Ouais, mais c'est toujours pareil. À la sortie du JDK 9, le tooling, il se met à niveau à minima, mais il ne sera pas à niveau pour gérer tout ça. Donc, non, franchement, c'était un... Il y avait une opposition forte. En gros, si ça, s'était pas adopté, ça passait pas, quoi. Ouais. Une des raisons, et puis l'autre raison, c'est le souhait d'avoir un gros truc qui fasse que ça marche quand même. Alors, ouais, je reviens en arrière sur le titre du chapitre ici. Ce chapitre, il ne concerne pas l'application que j'ai faite ici. Hein. C'est une application pour une application qui n'a pas de module info, qui fonctionne en mode ClassPass pur. On n'est pas en module pass ici. L'idée, c'est de dire, en gros, mon application, elle est faite pour Java 8 en Java 8. Qu'est-ce qu'elle va devenir si je mets un runtime Java 9 ? Et ben, le premier truc, c'est effectivement tous les sets accessibles, ils vont péter. Plein de petites choses comme ça qui vont être refusées. Sauf si vous mettez... Alors, ne rigolez pas, c'est la valeur par défaut. Et ça a été aussi des grosses discussions. C'était en gros, normalement, la valeur par défaut, c'était le flag n'existait pas, on était en deny. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un accès illégal, où il n'y avait pas le bon open, le bon export, le bon machin, ça pétait une exception. Là, avec le permit, il y aura juste un warning au premier accès illégal. Enfin, il y a, puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un warning au premier accès illégal en disant attention, c'est pas super ce que vous faites. Et puis après, silence. Donc ça, c'est la valeur par défaut en Java 9. En gros, pour que nos applications marchent toujours et ne nous fassent pas trop chier. Si vous voulez commencer à préparer le terrain, parce qu'en théorie, en Java 10, par défaut, ce sera deny. Ah ouais, c'est 18.8, 18.7, 18... Ouais, c'est vrai. On ne sait pas. 19.9 peut-être. Dans une version future, on sera en deny.
Et si vous voulez préparer le terrain, mettez-vous en warn déjà. Le warn, il vous mettra une alerte à chaque accès illégal. Et si vous voulez aller au fond et comprendre ce qui se passe, vous passez en debug. Et debug, vous aurez l'alerte avec la stack trace à chaque fois. Mais ça continuera de marcher. Alors, pour résoudre, comme on est toujours en mode class pass, on n'a pas le module info pour résoudre nos problèmes, on va ajouter des flags, des arguments au démarrage. Par exemple, on peut ajouter add module. Add module, c'est ce que j'aurais pu utiliser par exemple pour Jaxby. J'aurais pu dire ajoute le module, comme ça tu le connaîtras. On va ajouter des add reads, add export, add opens, qui permettent de déclarer des relations entre mes modules. Pour dire par exemple, ouvre ce package de tel module à tel autre module. C'est ça. C'est ça. On le simule ou on rajoute des choses si le module info existe déjà. On ajoute des informations. En gros, on force le passage quand même. Sauf qu'il faut deux choses pour forcer le passage. Il faut le set accessible et il faut déclarer le add opens. Mais au moins, c'est visible, quoi. On sait qu'on fait un truc. Et cette histoire de dépendance et d'accès illégal, on peut préparer le terrain aussi. On n'est pas obligé d'attendre que tout pète au runtime. Avec l'outil JDEPS, cet outil il est déjà dans le JDK 8. Il a été amélioré et adapté dans le JDK 9 et il va dire attention, vous accédez à tel package ou telle classe machin que vous ne devrez plus utiliser. Donc ça c'est avant l'étape de runtime. Dernier point. Et à mon avis, c'est là où on va commencer à trouver une valeur ajoutée au-delà de l'aspect sécurité et de l'aspect bien ordonné. C'est de pouvoir construire une image de notre application, une image distribuable. Aujourd'hui, quand vous faites une application, vous fournissez quoi? Il faut qu'il y ait le JDK, enfin le JRE, et ensuite vous fournissez les scripts, les jars et ainsi de suite. L'idée ici, c'est que vous allez produire un répertoire qui contient tout ce qu'il faut. Pas besoin de JRE externe. En gros, il va englober ce dont on a besoin dans la JRE. Et c'est intéressant ici, pour les histoires de taille reviennent là-dedans, parce qu'il pourra intégrer uniquement ce dont il a besoin du JRE. Je n'aurai plus un JRE complet. Je n'aurai plus Corba. Il ne sera plus là, parce que je n'ai pas de dépendance vers lui. Donc il me fera un extrait du JRE plus mes applications pour faire un truc distribuable. Oui, pour une plateforme donnée. Donc il faut faire autant de G-Link que de plateforme. L'utilitaire en question, c'est G-Link. Donc G-Link, je lui donne le module pass de là où il doit prendre tous les modules. Alors je n'ai pas vérifié que dans les dernières versions il y avait ça aussi, mais je dois lui indiquer le répertoire qui contient les modules du JDK aussi. Ensuite, je lui dis quels sont les modules racines, donc à partir de où il va calculer les dépendances. Ensuite, je lui donne le point de départ, le point d'entrée, et ensuite je lui dis où je veux qu'il écrive tout ça. C'est le nom de l'application. En gros, ça va être le nom du script de démarrage. Non, je lancerai Apix. Ouais. C'est un script en fait. Il crée un script pour nous. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Après, vous pouvez encore aller un pas plus loin en faisant de la compilation, de la pré-compilation. Vous savez que Java c'est compilé just in time. Ben là, vous pouvez faire de la compilation préalable. En gros, ce que vous allez produire, ce que vous allez distribuer, c'est directement du natif. Alors ça, pour l'instant, c'est expérimental. Il y a juste un module pour lequel il supporte la compilation native, c'est JavaBase. Ça, c'est supporté. Vos modules à vous, c'est expérimental. Et du coup, au passage, ils ont dû aussi ajouter des flags dans le runtime, dans le Java, pour dire
quels sont les modules qu'on utilise directement en natif et lesquels on n'utilise pas. Juste un point, moi je ne peux pas le faire sur mon application, ou alors si je voulais le faire, il faudrait que je revienne en arrière, parce que je ne peux pas faire de J-Link, je ne peux pas faire de package comme ça, si j'utilise des modules automatiques. Parce que les modules automatiques, comme je vous l'ai dit, derrière c'est la jungle, et du coup il ne sait pas calculer, il ne sait pas évaluer quels sont les modules du JDK dont j'ai besoin. Donc module automatique, ça interdit J-Link. Il faut uniquement du module déclaré. Bon, en conclusion. Oui. On n'a pas du tout parlé de version. Parce qu'il n'y en a pas. Je défends un module dont je ne sais même pas la version. Tu peux avoir une info de version, puisque c'est dans le jar, mais c'est juste une info. C'est juste une métadonnée. Il n'y a pas possibilité, en tout cas ce qu'on ne peut pas faire, c'est déployer deux versions du même module. Ça, c'est interdit. Non. Bah, J-Link, il arrive en fin de ligne. Mais Java-C, par exemple, il ne supporte pas au départ. Donc, tu vois que, en gros, c'est ton outil de build qui doit te résoudre ça. Ouais. Ouais, ça n'a pas changé. Non, non, non. Non, non. Ouais, c'est vraiment ton outil de build qui devra continuer à gérer ça. Le seul truc, et ça c'est pas négatif, hein, c'est que si tu as deux versions dans ton module pass, ça ne démarre pas. Ça veut dire que si tu as deux versions et donc tu as un risque réel, ça t'oblige à résoudre ton risque en amont. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais tout ça, pourquoi? Parce que l'autre moitié, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils ne savent pas comment le faire. Et que s'ils voulaient faire l'autre moitié, je pense que ce n'était pas en Java 9 qu'ils livraient. Je pense que moi, je serais limite de la retraite, hein, sinon. Donc non, les versions, il y a juste une métadonnée qui est là, et c'est tout. Alors, si, il y a la réponse un peu traditionnelle à cette question. En gros, quand il y a une question qui les embête, ils ont une réponse à chaque fois, c'est utiliser des layers. Ouais, parce que là, on n'a pas tout vu non plus ce qu'il y a dans le système. En gros, il y a deux sujets qu'on a passés. Le sujet qui sont les services. Donc, c'est un truc qui existe déjà en Java 8, qui a été pas mal changé et adapté à Java 9, qui peut être intéressant. Et les layers, en gros, c'est là où vont intervenir les serveurs d'application et les runtime un peu plus compliqués que juste mon application. Dire qu'on ne peut pas avoir deux versions du même module dans un serveur d'app, c'est pas tenable. Vu qu'aujourd'hui, notre logique, c'est même notre application, chaque application est isolée, donc forcément, on doit s'autoriser ça. La réponse, là derrière, mais c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire marcher, donc je ne sais pas comment, où ça va aller. Enfin, il paraît que je l'ai essayé trop tôt. Ils ont mis en place un système avec lequel on peut quand même prendre la main sur tous les class loaders. Les class loaders sont toujours là. Et sur tout le chargement des modules. En gros, une layer, c'est une isolation d'un ensemble de modules. Et on a une hiérarchie de layers. Et normalement, ça devrait permettre au serveur d'application de mettre plusieurs couches. Et ce qu'on dit aussi, c'est que du moment qu'on prend la main sur cette notion de layer, on prend la main en fait sur toute la mécanique de chargement des modules. Donc derrière, IBM, ils pourront faire ce qu'ils veulent là-dessus. Et l'idée, c'est qu'ils puissent rebrancher au OSGI et des choses comme ça. Que Jigsaw soit finalement le système de modularité de OSGI, et eux, ils vont rajouter les versions et tous les autres services. Je ne sais pas où ils en sont. Ne me demandez pas, je ne fais pas d'OSGI. Oui. Alors, les tests unitaires,
La question est très bonne aussi, mais un peu longue. Euh, faut jouer avec ça. Parce qu'effectivement, ton JUnit, si c'est ça que tu utilises, faut que tu puisses l'utiliser, mais que lui aussi puisse avoir accès à tes classes. Or, cet accès il n'est pas déclaré dans ton module info. Donc, utilise ce genre de choses. Si tu veux, après, je te donnerai une référence. On avait traité le sujet, mais c'était à Devoxx France et c'était sur un format de 3 heures. Donc là, on a eu le temps un peu d'en parler. Si, alors, pour tes tests, mais il y a JUnit lui-même qui doit accéder à ton contenu. Ah, grâce à ça, grâce à ces choses-là. Alors, chose intéressante, parce que JUnit 4, il est un peu tordu pour rentrer dans ce système. Parce que JUnit 4, c'est le même jar qui contient le runner et l'API. Donc en gros, tu as besoin d'un aller-retour entre tes tests et JUnit 4. JUnit 5, lui, il a été conçu en 2 morceaux. Le runner et l'API sont séparés. Donc ça entre beaucoup mieux dans la logique de Java 5. Java 9. Ouais, commence à être l'heure de la bière, non? Mais ouais, il faut jouer avec ces trucs-là. Et ouais, sur le truc de Devoxx, on avait joué un peu. Au final, on s'était un peu pris la tête quand même à le faire. Et effectivement, personne n'en parle. C'est le truc qu'on a laissé un peu sous le silence parce que c'est un peu embêtant. Bon, les conclusions. La date prévue, c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps, le 27 juillet. On est d'accord que le 27 juillet est passé, il ne s'est rien passé. À cause de ça, au mois de mai, il y a eu le vote pour entrer dans les phases release candidate et tout ça. Et il y a eu une majorité de votes contre la spec. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et en gros, il y a des gens qui ont dit non, dans l'état, moi j'en veux pas, moi je ne pourrais pas faire mon business là-dessus, ça passera pas. Et là-dedans, vous retrouvez les IBM, vous retrouvez les Red Hat. Il est où Red Hat? Red Hat a beaucoup râlé, mais même de Tommy Tribe, donc ça c'est pour Tommy. Enfin, il y a pas mal de gens. La fondation Eclipse a voté contre. Enfin bon, ça a pas mal râlé. Tout ce qu'on a vu ici sur les sets accessibles, là, le killer switch, le permit illégal, toutes ces choses-là, ça a été fait. Les noms aussi, les noms des modules automatiques, ça a été fait pour répondre à cette opposition. Et grâce à ça, dans le délai imparti, moins de 2 mois, il y a eu le revote et là, c'est passé. Et du coup, ça a rajouté du délai. Et aujourd'hui, la date de release, c'est la semaine prochaine. Normalement, je pense que ça ne bougera plus là. Ça devrait être bon. Si vous voulez aller jouer avec en attendant la sortie finale de la semaine prochaine, il y a des téléchargements. C'est relativement stable maintenant. Ça fait 15 jours qu'il n'y a pas une nouvelle release. De la doc directement sur le site d'Oracle. Ils ont publié aussi sur leur site les liens vers les talks que l'équipe de Jigsaw elle-même a faites à Java One et à Devoxx Belgique. Alors, ils datent un peu. Ils ont presque 1 an. Et 1 an sur le sujet, c'est super vieux. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à bosser dessus il y a 10 ans, mais 1 an, c'est très vieux. Donc il y a quand même, la logique est toujours là, mais voilà, tous les petits changements de dernière minute, ils n'y sont pas. Et la démo, ouais, je l'ai sur mon GitHub. Et je pense que sur la démo, je dois avoir une branche Devoxx sur laquelle il y a la partie JUnit. Sinon, tu trouveras sur GitHub mes coordonnées où tu peux demander à l'équipe du Jug. Ils te donneront mon mail. Ce sera avec plaisir que je te donnerai plus de concret. Et puis sur ce, comme j'ai dit, je n'ai pas parlé de tous les sujets. À Devoxx Belgique, ils ont fait 5 heures en tout. Pardon? Non, c'était 5 heures éparpillées à gauche, à droite.
À Devox France, moi j'ai fait un truc en binôme, on a tenu 3 heures quand même. Et encore, on a dû sabrer des trucs. Bon, j'étais avec un binôme bavard, hein. Je pense que vous l'avez déjà vu passer, Rémi Forax. C'est dur de trouver des temps de parole à côté de lui, mais... Donc voilà, je m'arrête là parce que je pense que après ça prend un peu la tête. Je pense que maintenant, il faut mettre les mains dedans, hein. C'est là que vous verrez comment ça marche et comment vous pourrez vous en sortir. Merci.